Bonjour et bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à votre cours d'éthique, votre podcast. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. On prend un café, on regarde ensemble ce qui s'en vient, quelles sont les tâches que vous devez accomplir cette semaine dans le cadre de votre cours préféré. Comment allez-vous cette semaine? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais bien. Ben oui, c'est l'été, d'abord. Il fait chaud. Fait chaud. Faut prononcer ça comme ça, OK? Il fait chaud. 36 degrés. Ouais, 36 degrés à mon thermomètre. Chaud, c'est humide. Mais moi, je travaille avec l'air climatisé, donc c'est agréable. Quoi d'autre qui va bien? Ben, toute ma famille est vaccinée, donc tout le monde a reçu au moins une dose. Je suis convaincu que vous avez reçu la vôtre. Déconfinement progressif et quoi d'autre? Je vais pouvoir jouer au foot bientôt avec mes amis. Dans 2 semaines, ici au PEPS, là, on m'a promis qu'on allait pouvoir jouer sur les terrains. Quoi d'autre? Ben, le Canadien de Montréal vient de battre Winnipeg en 4 belles parties. Donc, le CH qui se prend pour le CH de 1993, c'est bon signe. Quoi d'autre? Vendredi, l'Euro commence. Donc, des matchs, des fois 3 matchs par jour aux grandes dames de ma conjointe. Mais moi, je suis le plus heureux des, des garçons à partir de vendredi. Et vous? Comment ça va, vous, dans votre cours? Parce que vous, ben, malheureusement, vous avez décidé de prendre un cours d'été. Pauvre vous. Euh, mais bon, vous irez sur les terrasses ce soir, dans les parcs, prudemment, évidemment. Mais c'est tout à fait mérité. Je suis aujourd'hui accompagné, ben, toujours accompagné de Catherine, qui est là à distance. Comment ça va, Catherine? Oui, allô, ça va bien, toi? Très bien. Tu es en compétition cette semaine? Cette semaine, Ouais, ce week-end? ouais, j'étais en compétition. Puis, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait les temps désirés? Ben, tu sais, j'avais plusieurs objectifs, là, comme d'habitude. J'ai peut-être pas fait l'objectif A, mais c'était vraiment un bon retour là, sur la piste là, après plus d'un an et demi d'absence. Donc, c'est sûr que le stress était à son comble avant de commencer l'événement. Mais c'était bon là, de retrouver les sensations, puis aussi de se mettre dans un effort les maximal comme ça, et d'avoir mal un peu. Là, ça faisait longtemps j'avais pas vécu ça. Oui, vraiment, après un an, retour à la compétition pour toi. Ben, bravo. Puis, c'est le fun. Prends le temps de récupérer tranquillement, Yes, Catherine. OK. merci. Merci d'être là encore aujourd'hui. Vous, cette semaine, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, vous avez fait votre examen de mi-session. Donc, c'est fait. Bravo. J'espère que vous n'avez pas eu trop de maux de tête, pas trop de problèmes techniques. En tout cas, j'ai pas reçu de courriel à cet effet. En fait, j'en ai reçu 2, 3, là, mais rien de catastrophique. Ça m'est déjà arrivé que pendant un examen, les serveurs plantent. Ça, je souhaite ça à personne, là. Quand tu reçois 32 courriels avec des points d'exclamation, là, on veut pas ça. Donc, c'était la deuxième fois que je donnais l'examen à distance sous cette forme-là, là. Une semaine avec des parties courtes, chronométrées, mais vous pouvez les faire quand vous voulez. Il y avait la possibilité de mariage. Donc, c'est un peu expérimental tout ça. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je pense que en tout cas, c'est avec les meilleures intentions que je conçois ça. Mais si vous avez des rétroactions, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis toujours preneur pour ce genre d'amélioration, que ce soit au cours ou à mes évaluations. Reste la correction. Et c'est Catherine qui aura la tâche de corriger tout ça. Catherine, t'es confiante de pouvoir faire ça en 2 semaines? Je pense que oui, là. Je pense que c'est raisonnable. J'ai déjà commencé. Bon. Donc, Excellent. ça va bien. Donc, 2 semaines. Puis, s'il y a un problème, Catherine, tu me fais signe. Puis, je le dis devant les étudiants aussi. Donc, 2 semaines, elle s'est engagée, mais en même temps, ça se peut. Il y a toujours des fois, il y a des imprévus qui arrivent. Mais si je dois retarder ou si elle doit retarder la date,
c'est pas ce qui est souhaité, mais si, vous en serez évidemment les premiers informés. Donc, d'ici vendredi, dans 2 semaines, ça devrait être réglé tout ça. Mais sinon, ben, je vous ferai signe, puis ça ne devrait pas être bien long. Parlant de correction, aujourd'hui, je vais présenter le TP2. Donc, content que tu sois là aussi, Catherine, pour entendre ça. Là, je vais donner les instructions concernant le TP2, puisque tu auras là aussi la tâche de corriger ce TP2. Donc, si la tâche de rédiger ce TP2 est une tâche importante et difficile, la tâche de correction est elle aussi difficile. Pour l'avoir faite plusieurs fois, là, on prend chaque rapport, il faut les lire, puis je dirais que mieux c'est fait, moins c'est long à corriger. Mais quand on se contente d'une note moyenne pour un travail comme ça, il faut quand même mettre la même rigueur et le même temps pour la correction. Donc, ça peut être long. Catherine, je t'avertis à l'avance. Quoi d'autre? Date importante, le 4 juillet à 23h59. Bon, ça a été là pour mettre l'alarme, là, mais attention, Red Alert, alerte rouge. Donc, le 4 juillet, 23h59, remise du TP2. Ça, c'est dans 26 jours. 26 jours. Vous vous dites, 26 jours. On a le temps en masse, mais je vous le dis, si vous travaillez seulement les week-ends, il vous reste 4 week-ends pour faire ce TP2. Donc, 4 samedis plus 4 dimanches. Si vous travaillez seulement le samedi, il vous reste seulement 4 samedis. OK? Donc, c'est pour vous donner une idée là, du temps et des tâches qui vous restent à faire. Donc, voilà, c'est le temps qu'il vous reste là, pour réaliser tout ça. Et parlant de réaliser tout ça, je vais vous donner les instructions concernant le TP2. Puis pour ceux et celles qui vont nous écouter en balado-diffusion, vous allez entendre la prochaine partie, les instructions sur le TP2. Je vais en faire un petit épisode en soi. Donc, je vais laisser un petit silence pour bien découper cet épisode de façon à ce que, puis vous aussi qui êtes là en ce moment en direct, là, vous puissiez le réécouter au besoin, les instructions. L'indice de la semaine est simple. Canadien, let's go. Canadien, let's go. OK. Module 8. De quoi parle-t-on dans ce module 8? Qu'est-ce que vous avez à faire dans ce module? C'est un module qui est très important, je dirais, parce qu'il cible un des problèmes les plus fréquents dans l'exercice de la profession. Il y en a deux là, que nous allons aborder. Là. Cette semaine, le conflit de loyauté multiple et la semaine prochaine, le conflit d'intérêt. C'est les deux classiques là, dans l'exercice de la profession. Difficile de parler d'éthique et d'exercice de la profession sans parler de ces deux problèmes. Donc, cette semaine, le conflit de loyauté multiple. Dans la littérature, il y en a qui appellent ça le conflit d'allégeance, le double chapeau, conflit de loyauté, oui. Donc, ça ressemble un peu à ça, les désignations dans la littérature. Mais toutes ces désignations désignent un seul problème, un problème très connu, très commun dans l'exercice de la profession. Puis c'est ce problème que j'aimerais vous expliquer. Le problème central du conflit de loyauté et qui se posera bientôt dans l'exercice de votre profession, ça se reflète dans la question suivante. Est-il possible de concilier l'état de subordination? Là, ici, je lis, là, parce que je lis à l'écran aussi. Est-il possible de concilier l'état de subordination caractéristique du statut d'employé? Donc, vous allez bientôt être employé, donc avec un état de subordination. Est-ce que c'est possible de concilier tout ça avec l'autonomie du jugement du professionnel dont doit jouir tout professionnel dans l'exercice de votre profession? Donc, c'est cette tension-là. Serez-vous capable d'exercer un jugement professionnel libre et autonome malgré votre statut d'employé et salarié
et donc dans un état de subordination. Donc, c'est ça en résumé, le conflit de loyauté. Du moins, c'est la question. C'est le problème peut-être le plus classique de l'exercice de la profession. Quoi faire? Par exemple, pensez à vos TP1, là, vous allez reconnaître des ritournelles là, de vos TP1. Quoi faire si votre patron vous demande de poser un geste? Là, vous allez reconnaître vos TP1. Quoi faire si votre patron vous demande de poser un geste qui s'éloigne un peu de vos devoirs et obligations professionnelles? Il ne vous demande pas de voler, il ne vous demande pas de tuer quelqu'un, il vous demande simplement de poser un geste qui s'éloigne très légèrement de vos devoirs et obligations professionnelles et donc de prioriser peut-être les intérêts financiers de la compagnie, peut-être en tolérant un léger risque ici et là, de tolérer certaines entraves en matière de qualité, fiabilité, sécurité, santé publique, tiens. Donc, je suis sûr que vous reconnaissez vos TP1 et si vous les reconnaissez, là, c'est parce qu'il y aura dans ce module-là des éléments de réponse que vous devrez même introduire dans votre rapport décisionnel. Parce qu'il est dans la plupart, dans plusieurs des problèmes qui m'ont été présentés, il y a ce conflit de loyauté. Donc, pour vous, il y aura des pistes de réponse pertinentes pour vous dans ce module 8. D'abord, lorsque vous arrivez face à un conflit de loyauté, Legault, dans sa grille, nous dit vous devez cerner le problème. Le problème, je vous le décris. D'une part, vous avez un contrat de travail. Donc, si vous êtes employé, vous avez signé un contrat de travail. À quelque part, il y a quelqu'un qui vous a tendu un bout de papier, vous avez signé votre contrat de travail. Et donc, ce faisant, par votre signature, là, vous devez allégeance à votre employeur. Et cette promesse, ce n'est pas seulement une petite promesse. Là. C'est à force de loi. Ça s'appuie sur le Code civil, sur la loi des contrats. Hein, des contrats comme ça signés, là, c'est les lois des parties, c'est comme ça qu'on appelle ça. Là, c'est les lois qui régissent vos liens entre vous et votre employeur. Ce sont des lois, ça. Un contrat, c'est une loi. Et dans cette loi, vous voyez le détail de cette loi-là là, qui régit, qui encadre vos relations avec votre employeur. Donc, d'une part, vous avez signé ce beau contrat de travail, bravo, vous avez un beau salaire, mais vous avez aussi un statut d'employé, donc allégeance à votre employeur. Et d'autre part, vous faites partie d'un ordre professionnel. Hein, vous avez une petite bague là, pour les ingénieurs. Donc, vous avez l'obligation, si vous faites partie d'un ordre professionnel, vous avez un code de déontologie professionnelle, vous avez l'obligation de suivre ce code de déontologie professionnelle. Vous le savez maintenant, ça découle du Code des professions, qui lui est responsable de la ministre, responsable du système professionnel. Pour vous, là, c'est une musique. Là. Maintenant, vous entendez ça, vous connaissez bien cette musique. La ministre, elle est responsable, elle relève de l'Assemblée nationale. Donc, tout ça, là, c'est à force de loi. Ce n'est pas simplement un code d'éthique là, rédigé sur un apron là, sur votre lieu de travail. Là. Non, c'est un code. C'est à force de loi, ça s'appuie sur d'autres lois, ça s'appuie sur d'autres codes et c'est à force de loi. Donc, d'une part, vous avez votre beau contrat de travail et d'autre part, votre code de déontologie et le reste. Quoi faire? Habituellement, les deux, ils vont de pair, puis votre employeur puis votre ordre professionnel pensent la même chose ou vont dans la même direction, puis il n'y en aura pas de problème. Mais quoi faire s'ils ne vont pas exactement dans la même direction? Quelle loi, je disais que c'est à force de loi, là. Les deux, le contrat de travail et le code de déontologie ont force de loi. Quoi faire lorsqu'ils sont en tension? Quelle loi a la plus de force? Quelle autorité a le plus de pouvoir sur vous? Est-ce que c'est votre patron ou est-ce que c'est de l'autre côté le public, votre ordre ou votre employeur? Donc, vous voyez, là, ça ressemble à ça, le conflit de loyauté, et vous allez trouver plusieurs pistes de réflexion et pour vous aider dans votre prise de décision dans le module 8.
En résumé, dans le module 8, nous allons voir 3 outils qui vont vous permettre de trancher. D'abord, la loi. Vous allez apprendre dans le module 8 que la loi vous dit explicitement que vous devez donner préséance à votre ordre professionnel. Donc, lorsqu'il y a un conflit de cet ordre, sans mauvais jeu de mots, vous devez donner votre préséance ou votre allégeance à votre ordre professionnel. Donc, vous allez voir les lois qui seront citées dans le module 8. Mais si vous hésitez entre les deux et vous décidez de vous ranger du côté de votre ordre professionnel, bien, vous avez la loi derrière vous. Il y a des lois qui disent explicitement tout ça, que vous devez prioriser le code des professions par rapport au contrat de travail. Donc ça, ici, c'est bien explicite dans la loi. La doctrine aussi dit la même chose. Donc, la doctrine, c'est les juristes, là, comme ceux et celles qui sont ici au Deconnect, qui travaillent en droit, qui réfléchissent sur le droit, puis qui se sont questionnés sur les lois et ce qui se cache entre les lignes de ces textes de loi, puis ils disent à peu près tous la même chose. Vous devez donner préséance, vous devez donner votre allégeance à votre ordre professionnel et à vos devoirs et obligations professionnelles lorsque votre employeur vous demande de vous éloigner même un peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Enfin, troisième, donc on a parlé des lois. Vous devez, posons-le, là, vous souhaitez vous opposer à un patron là, qui vous demande de vous éloigner un peu et vous pensez que c'est une mauvaise idée de vous éloigner un peu de vos devoirs et obligations professionnelles, vous pouvez vous appuyer sur la loi. La doctrine, j'en ai parlé, mais aussi, on va le voir au module 8, la jurisprudence. Donc, la jurisprudence, les juges ont rencontré plusieurs types de problèmes qui ressemblaient à ça, là. Un employé qui est aussi un professionnel, qui souhaite s'opposer à son employeur parce que son employeur lui demande de s'éloigner un peu trop de ses devoirs et obligations professionnelles, ça se retrouve parfois ce genre de cas-là devant des juges. C'est la jurisprudence, c'est ça, là. Donc, les jugements de cour, eux aussi, vont dans cette direction-là. Donc, les juges, il y a un consensus tranquillement là, qui se dessine. Les juges vont tous dans ce même sens. Vous devez donner votre allégeance à votre ordre professionnel. Encore une fois, typiquement, les deux vont de pair. Donc, le client et votre ordre professionnel disent à peu près la même chose, vont à peu près dans la même direction, mais lorsqu'il y a tension entre les deux, la loi, la doctrine, la jurisprudence vous disent vous devriez vous ranger du côté de votre ordre professionnel. Donc, allez lire justement ces jugements si vous avez des conflits d'allégeance dans vos TP1. Il y en a, là, je vous donnais des outils. Je pense que c'est dans un forum de discussion que je vous mentionnais des outils là, pour trouver des jugements de cour. Il y en a plusieurs maintenant. Ces jugements-là, vous pouvez les trouver en ligne. Allez vous trouver des jugements là, qui ressemblent à des problèmes qui ressemblent à vos problèmes TP1. Donc ça vous permettra de documenter votre argumentaire. Trouver des jugements de cour qui se sont prononcés sur des problèmes qui ressemblent aux vôtres. Hein, ça vous permettra dans ces jugements de trouver d'abord les lois qui s'appliquent, puis de voir comment on a interprété ces lois-là, quelles sont les sanctions qui ont été appliquées. Donc ça, c'est assez riche, je dirais, comme type de documentation. Donc, loi, doctrine et jurisprudence. Vous pouvez vous appuyer sur ces trois fondations, je dirais, pour résoudre un conflit de loyauté. Le conflit de loyauté, je le disais, il est central dans l'exercice de votre profession. Donc, il est au cœur, on le voit souvent, il est commun. Et il pose un problème encore plus important aujourd'hui, notamment parce que même si les lois, la jurisprudence, tout ça, même si tout semble pointer du côté de votre allégeance à votre ordre professionnel, curieusement ou sociologiquement, votre allégeance à votre ordre professionnel s'effrite, s'estompe tranquillement, mais lentement, mais sûrement. Ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle l'effritement de l'identité professionnelle. Vous le voyez là,
la loi, la jurisprudence, la doctrine vous dit, vous devriez vous réfugier du côté de vos devoirs et obligations professionnelles. Mais ce qu'on voit, la réalité, la pratique sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que cette identité professionnelle, là, donc votre tendance à vous réfugier du côté de votre identité professionnelle, cette tendance-là, elle s'effrite considérablement. Elle s'efface, je dirais, dès les premières années de travail, d'ailleurs. En ce moment, là, j'essaie de construire votre identité professionnelle, là, mais je dirais qu'elle sera peut-être à son sommet à la toute fin de ce cours. Donc, c'est vous dire, pas du cours d'aujourd'hui, mais du cours de la session là, de votre cours. Donc, ça, c'est vous dire à quel point elle ne sera pas élevée. Puis, ce que je vous annonce en même temps, c'est qu'elle risque de s'effriter dans les premières années d'exercice de votre profession. D'ailleurs, je me permets de citer, je l'avais sorti, le rapport, il est où? Dans le rapport, du viaduc de la Concorde, je vous l'ai donné le texte à lire là, au module 7. Dans le rapport, on mentionne qu'ils ont constaté, après 1 an, donc dans leur premier emploi, les jeunes professionnels comme vous, là, après 1 an, dès que vous êtes sorti d'ici, vous trouvez un emploi, puis là, vous sortez de votre cours, puis l'identité professionnelle, le système professionnel, Jean-François en a parlé, c'est intéressant, blablabla. Mais après 1 an, ce qu'on constate, c'est que les jeunes professionnels restent conscients de leurs devoirs et obligations envers leurs clients, donc qui est leur employeur, évidemment. Là, vous avez signé un contrat de travail, vous savez que vous avez des devoirs et obligations envers votre client, qui est votre employeur. Mais curieusement, vous ne mentionnez plus, du moins on voit là, que ça commence à s'effriter après 1 an seulement, vous ne mentionnez plus vos devoirs et obligations envers la société. Donc ça, c'est un des constats. Ça conduit à toutes sortes de comportements, où justement dans le viaduc de la Concorde, on voyait qu'il y avait des ingénieurs impliqués qui se disaient qu'ils faisaient seulement suivre là, les indications, les demandes de l'employeur, puis tout à coup, l'idée même de protéger le public, elle s'était effritée. Pas complètement disparue, mais disons qu'elle était loin d'être prioritaire. Donc, vous le voyez, ça s'effrite. Or, pour bien résoudre un conflit de loyauté, ou même pour poser la question du conflit de loyauté, il faut être capable de reconnaître 2 identités. D'abord, vous êtes un employé. Ben oui, vous travaillez pour une compagnie, vous avez un contrat de travail. Donc ça, cette identité-là, elle est forte, elle grandit. Dès que vous allez travailler pour un employeur, plus vous travaillez longtemps pour un employeur, plus cette identité-là, elle est forte. Et 2, deuxième identité, conflit de loyauté, c'est ici là. 2, vous êtes un professionnel. Vous faites partie d'un ordre professionnel avec ses valeurs, avec ses propres visées. Et en plus, vous vous êtes engagé à défendre les valeurs et visées et devoirs et obligations de cet ordre professionnel. Donc, vous devriez être capable de reconnaître ces 2 identités au moins à la fin du cours. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une des 2 identités qui risque de s'effriter dans les premières années de travail. Donc, 2 rôles, employé et professionnel. 2 documents normatifs, le contrat de travail et le code des professions. Et ces 2-là sont au cœur du problème, je le disais, problème moderne dans l'exercice de votre profession, choisir entre les 2. Choisir entre les 2. C'est ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Et dans ce module 8, vous allez comprendre, et je le répète, que juridiquement, vous devez choisir le premier. Sociologiquement, par contre, ce qu'on voit, c'est le contraire. C'est l'effritement, sinon la disparition de votre identité professionnelle. Et cela après seulement quelques mois, sinon quelques années de travail. Donc, vous le voyez tranquillement, ce cours, j'essaie de faire grandir votre identité professionnelle en vous reconnectant un peu avec l'histoire de vos prédécesseurs, avec les valeurs sous-jacentes à l'exercice de votre profession. C'est ce que je souhaite faire grandir. Mais je le répète,
Votre identité professionnelle, elle sera à son sommet à la fin de ce cours. Donc, c'est vous dire combien elle ne sera pas élevée. Et tranquillement, ce qu'on voit, c'est un effritement de cette identité professionnelle. Le but, c'est de la faire grandir le plus là, dans ce cours parce que ce qui nous attend, ou ce qui attend, du moins sociologiquement, malgré vos bonnes intentions, ce qui risque de se passer, c'est qu'elle risque de tranquillement disparaître. Et cette disparition, on en rit, du moins je me permets d'en rire, parce que c'est sérieux. Et comme disait l'autre, c'est trop sérieux pour ne pas en rire, parce que le problème est important. La loi, la jurisprudence, la doctrine vous disent de prioriser vos devoirs et obligations professionnelles, qui, eux, ont force de loi. Mais sur le terrain, dès lors que vous aurez trouvé votre employeur préféré, ben, votre identité professionnelle laissera tranquillement, lentement, mais sûrement, presque toute la place à l'identité, ce qu'on appelle l'identité corporative. Une identité corporative qui tranquillement risque de se fusionner à votre identité personnelle. On en voit plusieurs, là, que quand ça fait plusieurs années qu'ils travaillent pour une corporation, une compagnie, tout à coup, là, c'est quasiment tatoué sur le cœur. Puis, donc, tranquillement, l'identité professionnelle disparaît, l'identité corporative devient de plus en plus la vôtre ou se fond avec votre identité personnelle et on se retrouve face à des problèmes importants où des professionnels de titre ne défendent plus exactement le public ou ne respectent pas les devoirs et obligations professionnelles qui doivent accompagner l'exercice de leur profession. Donc, conflit de loyauté. Il faut reconnaître ces deux identités parce qu'en gommant le conflit de loyauté, en faisant tranquillement disparaître le dilemme, si vous avez l'impression que ce dilemme-là ne se pose plus, c'est que votre identité professionnelle a disparu. Parce que l'identité corporative, habituellement, elle est forte. C'est plutôt l'identité professionnelle là, qu'il faut tenter de préserver. Et lorsque vous ne serez plus capable, je vous le dis, là, à la fin de ce cours, le cours 8, là, vous serez capable de voir ce conflit de loyauté, de bien distinguer ces deux identités. Et si un jour vous n'êtes plus capable de constater ces deux identités, ben à ce moment-là, le conflit de loyauté n'existera plus et ce ne sera pas nécessairement une bonne nouvelle. Vous le verrez, là, j'ai d'autres extraits de la commission Charbonneau à vous présenter, notamment dans les prochains modules. Là, l'identité professionnelle en souffre et fait commettre à plusieurs toutes sortes de gestes étranges. Donc, identité professionnelle, conflit d'identité, conflit de loyauté, tout ça, ça fait partie du vocabulaire que nous allons explorer au module 8. Et à la fin du module, vous devriez être capable de deux objectifs. Encore une fois, à un examen, lorsque je fais mes questions, je regarde des objectifs, puis je tente de créer une question. Donc, à la fin, dans l'examen, donc, vous devriez être capable de démontrer que vous êtes capable de reconnaître et identifier, parmi les problèmes éthiques rencontrés par un professionnel, le conflit de loyauté multiple. Donc, être capable de bien définir, de comprendre, de faire les nuances, de le distinguer du conflit d'intérêts, par exemple, qu'on va voir bientôt. Vous devriez être capable aussi d'expliquer le principal dilemme auquel font face les professionnels lorsque ces derniers sont aussi des salariés. Donc, conflit de loyauté multiple, quel est le cadre normatif, quels sont les principaux documents, quelles sont les deux principales formes d'autorité en opposition, tout ça, vous devriez être plus à l'aise, plus familier pour jongler avec ce type de notions d'ici la fin du module 8. Et éventuellement, troisième objectif du module 8, être capable d'identifier lorsqu'un professionnel a un conflit de loyauté, être capable d'identifier ou de reconnaître quels sont les devoirs et obligations qu'il doit considérer comme primordiaux et pour quelles raisons. Donc, les raisons, j'en ai mentionné quelques-unes dans cette courte introduction, mais il y en aura aussi des raisons mentionnées
dans le module 8. Et ces raisons sont importantes. Être capable de répondre non seulement à la question qu'est-ce qu'un conflit de loyauté, mais aussi à la question pourquoi un professionnel salarié devrait prioriser l'un ou l'autre de ses statuts. Pourquoi il devrait prioriser son statut de professionnel. Être capable de répondre à ce genre de questions. Et vous aurez plusieurs pistes de réponses dans l'enregistrement du module 8. Voilà. Conflit de rôle, conflit de loyauté, identité professionnelle, ce sont les thèmes que vous allez voir au module 8. C'est tout pour cette semaine, pour ce module 8. Excellente semaine. Profitez de la chaleur, du beau temps, des terrasses, des amis. Et restez prudents. Et oui, et profitez de tout ça. Et on est dans le dernier droit. On se voit mardi prochain. Allez, bye bye.